image assez rare, il faut le dire, Thomas Misraki, du président israélien Herzog aux côtés de son Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais pour l'occasion, il fallait le faire, bien évidemment, parce que ce jour, c'est le jour tant attendu, on le rappelle, depuis 737 jours que ces otages étaient à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Et regardez sur la droite, nous venons de récupérer les images en direct des 7 premiers otages qui sont donc arrivés sur le territoire israélien et qui vont arriver d'un instant à l'autre au kibboutz de Reim, des otages qui vont pouvoir retrouver après plus de 2 ans leur famille. Et voilà, sur la droite, c'est toute la force des images, c'est ce qu'on vous dit. Donald Trump qui sort donc de Air Force One, le président américain, le poing levé, signe de victoire comme on a l'habitude de le voir. Donald Trump qui va descendre donc les marches de Air Force One pour être accueilli d'un instant à l'autre par le Premier ministre israélien et le président israélien, entre autres. Bien évidemment, ils vont donc se serrer la main. Très courte cérémonie pour le président américain tout de même, qui est accueilli, vous le voyez, sur tapis rouge avec un calendrier très serré puisqu'il va rencontrer les familles. Les voilà donc ces 2 présidents qui se serrent la main. Le président Herzog, la main sur l'épaule du président américain comme pour le remercier. Voici ici la femme de Benjamin Netanyahou, Sarah Netanyahou, le Premier ministre, main sur l'épaule également. Alors, on aimerait savoir ce qu'il se dit. Là, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de félicitations pour tout ce que le président américain, on ne peut pas le nier, a fait pour Israël et a fait pour la libération des otages. Christophe, on en revient vraiment à la force des images, encore une fois ce matin. Quand on voit ça, ce sont des images qui vont nous suivre, ce sont des images dont on va se rappeler, ce sont des images qui vont être enseignées dans les livres d'histoire, puisque c'est historique, ce sont les derniers otages du 7 octobre 2023 qui commence à être libéré aujourd'hui. Bien sûr, c'est l'image heureuse sur la 4e de couverture d'un livre bien tragique qui est celui de la prise d'otage du 7 octobre 2023 et de ces 700 et quelques jours de souffrance, de douleur et pour beaucoup de ces otages de mort puisqu'ils ne reviendront pas. C'est le début d'autre chose aussi, c'est le début d'un ambitieux plan qui d'un côté doit amener vers la paix, c'est-à-dire la solution à 2 États, et de l'autre doit amener vers la reconstruction de Gaza. Trump a assuré un plan beaucoup plus pour la deuxième partie que pour la première. La solution à 2 États, elle nécessitera l'intervention de beaucoup d'autres puissances. L'Europe a son mot à dire, les puissances de la région, les puissances arabes, mais également la Turquie auront leur mot à dire. Et bien sûr, le risque sécuritaire continue pour Israël, notamment vis-à-vis de l'Iran. Le Hamas, c'était l'un des bras armés de l'Iran. Le Hamas, le Hezbollah, la Syrie, les rebelles au Yémen. Tout cela, c'était ce qu'on appelait les proxys de Téhéran. Une bonne partie ont été affaiblis, certains ont été détruits, mais le bras de fer doit continuer. Ce qui va se passer à Sharm el-Sheikh, Thomas le disait tout à l'heure, pour moi est plus important encore. C'est la force symbolique de cette image. Cette image-là qui est une image, et on l'espère avec le retour de tous les otages dans les heures qui viennent, une image heureuse, une image qui conclut. Il faudra après réussir la suite. On part tout de suite en direct du kibboutz de Reim où d'un instant à l'autre, et ça y est, le convoi avec à bord les otages israéliens arrive à Reim. Gwendoline de Bono, vous êtes sur place, racontez-nous, décrivez-nous ce qui se passe en ce moment même sous vos yeux. Oui, eh bien, vous voyez ces véhicules qui passent, eh bien, c'est le convoi des 7 premiers otages libérés qui viennent de sortir de la bande de Gaza, qui sont acclamés par des centaines et des centaines d'Israéliens qui entonnent cette chanson à la maison, bienvenue à la maison. Écoutez, regardez cette foule qui salue les otages, qui doivent mesurer à quel point c'est tout un pays qui a été derrière eux. Il faut bien se rendre compte que chaque Israélien a considéré les otages comme des membres de leur propre famille, et c'est ce que la population israélienne exprime au passage de ce convoi des otages qui sont encadrés bien par ces véhicules de l'armée israélienne qui sont venus les chercher à l'intérieur de la bande de Gaza qui se trouve à quelques kilomètres. C'est un moment extrêmement émouvant parce que parmi ces otages qui passent en ce moment, eh bien, certains ont été kidnappés par le Hamas à quelques mètres de là, sur le site du festival Nova. Et dans quelques minutes, ces otages vont retrouver sur la base de Reim que vous voyez juste ici leur famille. Pour la première fois depuis 2 ans, ils vont pouvoir se serrer dans les bras.
Merci infiniment Gwendoline de Bono, vous êtes en direct là-bas en Israël. Incroyables images d'une émotion, d'une tension. Regardez cet écran partagé en deux. D'un côté, les 7 premiers otages qui arrivent. Quelle émotion avec ces drapeaux jaunes, ces 737 jours d'attente. Et puis de l'autre côté, le président Donald Trump, sa fille, je crois, Guillaume Oda, qui sont sur et puis son gendre, Jared Kushner, l'homme qui a rendu cette paix possible, Guillaume. Ouais, totalement. Et alors moi, je suis vraiment frappé par l'aspect tout à fait spectaculaire de ce qui est en train de se produire sous nos yeux, c'est-à-dire que les otages, les premiers otages, les derniers otages arrivent en Israël au moment où Air Force One, donc l'avion du président américain, atterrit sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Il y a quelque chose de l'ordre d'une mise en scène quasi magique, si je puis dire, à moins que tout cela ait été coordonné, mais en tout cas c'est comme ça que ça se produit sous nos yeux. Le président américain qui est évidemment accueilli en grande pompe, c'est grâce à lui, on peut le dire Anaïs, c'est grâce à lui que tout ça intervient, c'est l'homme vraiment dans l'histoire des relations américano-israéliennes, c'est le président qui a réussi à tordre le bras du Premier ministre israélien, qui n'a eu d'autre choix que de céder sous la pression qu'a exercé le président Trump pour qu'enfin un cessez-le-feu soit acté entre le Hamas et Israël, et surtout quand ce jour extrêmement symbolique, on en parlera, les otages soient libérés. C'est un jour qui coïncide avec une fête juive qui s'appelle Simrat HaTorah. Le 7 octobre 2023, c'est lors de cette fête, la joie de la Torah, que s'est produite l'attaque terroriste monstrueuse commise par le Hamas, et c'est le jour de cette fête juive que cette boucle est bouclée et que cette libération intervient au moment où le président américain atterrit à Tel Aviv, accompagné évidemment par le Premier ministre Netanyahou. Hélène Bonnet, c'est l'homme qui a rendu cette paix possible. Il a utilisé la force, Donald Trump. Oui, et puis il a parlé à tous les acteurs finalement. Il a parlé aux pays arabes qui, eux, pouvaient mettre la pression sur le Hamas. Il a aussi contraint, et notamment dans la dernière ligne droite, Benyamin Netanyahou pour pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, la première phase de cet accord, parce qu'on verra ensuite que les parties suivantes seront peut-être moins évidentes, et ça, tout le monde le reconnaît. Mais oui, il a pesé de tout son poids. Il a vraiment voulu jouer un rôle majeur dans ces libérations et dans ce cessez-le-feu. Et la force des images, oui, au moment où Donald Trump pose le pied en Israël, il y a la libération. En tout cas, les 7 premiers otages sont libres, et on apprend, je vous donne cette information par un porte-parole de Tsahal, que la Croix-Rouge est en route vers un autre point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza pour aller chercher les autres otages qui sont pour l'instant dans l'attente d'être libérés. Et Thomas Misraki, l'émotion est à la hauteur de la tragédie, c'est-à-dire soulagement, deuil et ce fragile espoir, celui que la guerre laisse enfin place à la paix. Vous avez raison, espoir évidemment d'une paix, mais nous ne sommes qu'à la première phase de ce plan Trump, un plan fragile notamment parce que le Hamas et Israël en ont refusé, alors pas officiellement, pas de manière vocale, mais certains éléments. Tout va se jouer dans les heures qui viennent, évidemment, et c'est pour cela aussi que Donald Trump fait ce voyage. Il n'était pas revenu en Israël depuis 8 ans. Il va aujourd'hui mettre les points sur les i pour l'homme que vous voyez à l'écran, Benyamin Netanyahou, mais aussi continuer de mettre la pression sur les pays arabes pour que les 20 points de ce plan, d'une manière ou d'une autre, soient respectés. C'est un plan qui est suffisamment flou pour faire avancer toutes les parties, mais trop flou aussi pour avoir la certitude ce matin que la paix est durablement installée au Proche et au Moyen-Orient. Quand c'est flou, Christophe, il y a un loup, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une interrogation, c'est le désarmement du Hamas. Oui, bien sûr. Le Hamas qui a accepté la première phase du plan Trump, c'est-à-dire le cessez-le-feu, la libération des otages, sans doute pour mettre un terme à l'offensive extrêmement rude menée par les Israéliens, le Hamas refuse de se démilitariser. Il refuse de rendre les armes. D'ailleurs, on voit que de ce côté-ci de la Méditerranée, certains soutiennent l'idée qu'une Palestine ne saurait être démilitarisée. Donc on voit bien qu'on a un point dur à ce niveau-là. La deuxième phase du plan Trump, c'est pas seulement la démilitarisation du Hamas, c'est la sortie du Hamas de toute gouvernance du peuple palestinien, notamment à Gaza. C'est ça qui sera le plus difficile. On a vu hier des images épouvantables du Hamas faisant des... Comment on peut appeler ça ? Des ratonnades, règlements de compte. Ils cherchent à reprendre de toute façon effectivement le contrôle de cette bande de Gaza qui est en partie détruite. Mais en effet, ce que montrent ces images dont vous parlez, Anaïs, donc
pas celle-ci, puisque le président américain monte à l'intérieur de son command car, mais en effet, dans la bande de Gaza, le Hamas entend rétablir une forme d'autorité et de ramener tout le monde, finalement, encore une fois, sous les armes et sous son autorité. Bon, ça présage des jours qui vont être extrêmement difficiles. Mais pour le moment, comme on dit en anglais, first thing first, les choses, les premières, doivent être réglées en premier lieu. Le président américain Trump, ces images, elles sont quand même incroyablement fortes, historiques. Elles coïncident avec l'arrivée des otages. Le déclencheur, c'est Donald Trump. Il a réussi à mettre tout le monde autour de la table. Le Hamas dont vous parliez et Benjamin Netanyahou dont on voit l'image, qui est en pleine conversation avec lui. Il n'a pas cédé, Benjamin Netanyahou, à la pression internationale, celle qui était exercée par cette diplomatie et tous ces pays qui tapaient du poing sur la table. Il n'a pas cédé non plus à la pression de son opinion publique. Le Forum des otages, on en parlera, mais qui est devenu une véritable force politique. Un homme l'a fait céder, c'est Donald Trump, avec lequel il est maintenant à bord du command car. Bonnet. Oui, un mot quand même sur aussi la partie israélienne qui est très prudente justement, qui attend cette démilitarisation qui va être la condition aussi pour se retirer davantage. Et on sent que c'est pas gagné. Déjà, Benjamin Netanyahou hier a pris la parole et il a reconnu la victoire au regard de ses premières libérations, mais il a dit la lutte continue. Et son ministre de la Défense hier a rappelé qu'il était question de détruire les tunnels du Hamas, que c'était l'objectif et que l'armée israélienne s'y préparait. Alors d'ailleurs, cette déclaration a fait grincer des dents parce que certains ont dit attention, vous pouvez mettre en péril la libération des otages. C'est peut-être pas le moment de dire ça, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a énormément de prudence, de méfiance aussi côté israélien, donc des deux parties. Et c'est ce qui fait que la seconde partie du plan Trump va être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. On part tout de suite retrouver David Benaïm, place des otages. David, c'est la joie des familles à l'occasion de l'arrivée de Donald Trump. C'est la joie des familles qui ont en fait des écrans un petit peu et qui sont vraiment partagés avec des écrans en deux, avec d'un côté l'arrivée de Donald Trump. C'est assez intéressant de voir, j'entends, tout le monde est en train de crier ici « Thank you Trump » si vous l'entendez. Et c'est assez impressionnant de voir que quand l'avion a atterri, si vous avez déjà atterri en Israël, vous savez qu'à l'intérieur de l'avion, les gens applaudissent au moment de l'atterrissage. C'est la première fois qu'un avion atterrit et que tout Israël applaudit cet avion qui atterrit en Israël, et c'était l'avion du président Trump. Et en parallèle, vous avez un écran divisé en deux, vous avez les familles des otages qui ont la possibilité de parler avec des otages qui ne sont pas encore sortis, des images un peu bizarres. Ce sont les terroristes du Hamas qui téléphonent aux familles des otages, et on a pu voir Elkana Borbot, le producteur de la fête Nova, qui a appelé sa mère, et là on a eu une scène absolument extrêmement émouvante, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes ici, un silence total de gens qui écoutaient la maman de Elkana Borbot en train de parler avec son fils pour la première fois, et on a pu voir son image. C'est assez impressionnant. On a pu voir également le visage du terroriste du Hamas derrière, donc il y avait des cris de halètement, de frayeur un tout petit peu, mais on sait qu'il est en route pour aller vers les véhicules de la Croix-Rouge. Voilà, donc c'est des émotions extrêmement partagées ici, entre émotions sur l'arrivée de Donald Trump et la libération des otages, encore 13 qui doivent être remis à la Croix-Rouge puis à l'armée israélienne. Merci beaucoup David Benaïm en direct de la place des otages à Tel Aviv. Thomas, cette discussion entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou dure dans cette command car. Écoutez, oui, ça interroge. D'abord, il faut noter que le Premier ministre israélien et le président des États-Unis sont dans le même véhicule. Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, ça rappelle évidemment un autre moment récent cet été en Alaska avec deux présidents dans une voiture. C'était le président des États-Unis et le président russe, mais évidemment le contexte est complètement différent. Et cette voiture, elle est en train de quitter l'aéroport israélien de Ben Gurion pour donc ce qui va être une journée express en Israël pour le président des États-Unis, qui va notamment prendre la parole devant les parlementaires israéliens à la Knesset, ce qu'il n'avait pas fait il y a 8 ans lors de sa visite précédente. C'était au mois de mai 2017 de mémoire, et il va célébrer sa victoire. On peut parler de victoire pour Donald Trump, victoire diplomatique évidemment, lui qui affirme avoir mis fin à 7 ou 8 guerres.
pour le coup, cette fois, alors tout n'est pas terminé évidemment, Christophe le rappelait tout à l'heure, il faut que les phases 2 et 3 du plan de paix proposé à Washington soient appliquées, mais en tout cas pour ce qui est de la phase 1 aujourd'hui, on peut parler de victoire de Donald Trump qui vient d'arriver en Israël. David nous expliquait tout à l'heure, vous le voyez sur la droite de votre écran, que lors de l'atterrissage d'Air Force One sur l'aéroport israélien, eh bien, les familles des otages, leurs soutiens se sont mis à applaudir le président américain qui était, selon une campagne de publicité qu'il y avait en Israël au mois de juin, le meilleur président de l'histoire d'Israël. C'était assez frappant, même si évidemment cette campagne était financée par une organisation évangélique. Mais pour aller abonder dans le sens de ce que Thomas dit, c'est un demi-dieu. Il faut bien comprendre ce que représente maintenant Donald Trump en Israël. Il a cette stature de demi-dieu et même quasiment biblique, puisqu'il est l'homme qui permet à des Juifs de retrouver leur patrie Israël. Un peu comme il y a 2500 ans, Cyrus II le Grand, l'empereur de Perse, qui permet aux Juifs de rentrer vers Israël et la reconstruction du second temple. Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est absolument mystique. Et évidemment, sur les 60 kilomètres qui séparent à peu près Tel Aviv de Jérusalem, peut-être 3/4 d'heure de transport avant d'arriver à la Knesset, comme le disait Thomas, il est évident que le président américain va capitaliser sur ce qu'il a réussi, qui est une victoire majeure. Et il faut imaginer que sur la Kikar Hatzufim, comme on dit en hébreu, la place des otages, qui est juste, en effet, comme le précisait Thomas, devant le ministère de la Défense, qui a une très haute valeur symbolique, ces gens-là préfère Donald Trump à Benjamin Netanyahou. C'est l'homme préféré en Israël. C'est le politique préféré en Israël, Donald Trump. Donc c'est sur ça qu'il va capitaliser, évidemment. Hélène Bonnet ? Oui, juste pour dire, donc ça va aller très très vite parce que l'autoroute a été fermée spécialement pour qu'il puisse aller très rapidement à Jérusalem. Et avant de prendre la parole, il y aura d'autres images sans doute très très fortes. C'est la rencontre avec les familles d'otages. Ouais. Parce qu'il y a des familles d'otages qui seront à la Knesset. Et évidemment, alors normalement c'est fermé à la presse, mais on peut imaginer que la Maison Blanche va faire en sorte que des images soient publiées et sans doute les familles d'otages aussi. Donc on ne sait pas dans quelle mesure ça sera couvert, mais oui, ces images-là, elles vont être extrêmement fortes et ça sera juste avant que Donald Trump prenne la parole. Je vous rappelle qu'au moment de son investiture, sauf erreur de ma part, Donald Trump avait aussi rencontré des familles d'otages qui étaient montées sur scène avec lui. C'est pour rappeler ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que le président américain a cette libération à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Il y travaille depuis de très nombreux mois. C'est le meilleur ami de l'État israélien, Donald Trump. Aujourd'hui, incontestablement, évidemment, mais il a su, dans les négociations qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, parler aussi aux pays arabes. Et ne vous trompez pas là-dessus, si ces otages ont été libérés, les 7 premiers otages ont été libérés, si les autres sont libérés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'Égypte, c'est parce qu'il y a eu le Qatar, c'est parce qu'il y a eu l'Arabie Saoudite et qu'il y a eu aussi l'Europe derrière qui a poussé tout le monde à travailler ensemble, mais sous l'impulsion de ce qu'a fait Donald Trump. À Jérusalem, vous le disiez, Thomas, Donald Trump doit s'exprimer devant la Knesset avant de rejoindre un sommet pour la paix en Égypte. Ouais. On écoute Donald Trump. Ensuite, tout le monde. And we're going to meet all of the big countries and very rich countries and others, and they're all et leur rôle dans cet accord. Ça ne s'était jamais produit auparavant et je dirais que c'est beaucoup plus dur, mais nous verrons comment cela va se passer. Est-ce que vous pensez que la guerre est terminée? Oui, la guerre est terminée. La guerre est terminée. Vous le comprenez? La guerre est terminée. Est-ce que vous pensez que le cessez-le-feu va tenir? Oui, je pense qu'il tiendra. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi ça va tenir. Les gens sont fatigués. Cela fait des siècles. Ce n'est pas quelque chose de récent. Cela dure depuis des siècles et je pense que les gens en ont assez. Et le cessez-le-feu va tenir et nous allons nous assurer qu'il tiendra. Les forces de stabilisation. Je ne pense pas qu'il y aura un impact très important. Je pense que les gens vont se comporter comme il faut. Chacun connaît sa place et tout va bien se passer pour tout le monde. Ce sera bien également pour les pays avoisinants, les pays arabes, les pays musulmans. Ce sera une bonne chose pour tout le monde et tout le monde est content. Et je pense que ça restera ainsi. Et si le cessez-le-feu tient, combien de temps faut-il
avant d'en arriver à ce plan en 20 points où ensuite on pourra donc transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient. Je ne pense pas que ce sera tout de suite et il faut d'abord des gens qui puissent s'en occuper, mais je pense que ça va commencer immédiatement. On va commencer par enlever toutes les structures détruites, tous les gravats, tous les immeubles détruits. C'est un petit peu comme un site où il y a eu une démolition complète. Il faut que vous puissiez d'abord éliminer tout ce qu'il y a là-bas. Il y a des structures qui sont en ruine, qui sont tombées, qui vont tomber, et il va falloir s'en débarrasser. Donc ce processus va commencer pratiquement, je peux dire, immédiatement. Une année, mais c'est très rapide. Et au fil des ans, ce sera une très belle réalisation. C'est la première fois depuis des siècles que l'on a cette chance d'avoir la paix. C'est une région toujours difficile, avec beaucoup de problèmes, des problèmes d'ordre religieux, des problèmes comme on n'en trouve nulle part ailleurs au monde. Et je pense que la situation va se normaliser. Ce que l'on peut dire, si ça se normalise, ce sera fantastique. Combien de temps il faudra avant que l'instance de gouvernance soit mise en place? Et tout le monde veut en participer. Tout le monde veut y participer. Vous parlez de ce Conseil de paix. Tout le monde veut en faire partie. Tous les dirigeants des pays veulent en faire partie. Et les dirigeants ne vont pas envoyer quelqu'un d'autre. Ils veulent faire partie de cela. Est-ce que vous avez parlé à Tony Blair sur ce point? Tout d'abord, je voulais m'assurer que Tony était d'accord avec cela. J'aime Tony, j'ai toujours aimé Tony, mais je voulais m'assurer que c'était un choix acceptable pour tous. Et quelles sont les garanties que vous avez pu donner aux Israéliens et aux pays arabes? Nous avons beaucoup de garanties orales et je ne pense pas qu'ils vont vouloir me décevoir. J'ai beaucoup de garanties et d'assurances orales. Et je pense qu'ils vont tenir parole. Je pense que c'est la raison pour laquelle je peux dire que ce sera une réussite. Je pense que vous avez eu le rapport du Hamas qui se réarme et des forces de police palestiniennes qui ont tiré. Elles vont se tenir tranquilles parce qu'ils ne veulent pas recommencer le problème. Nous leur avons donné notre approbation pendant un certain temps. Il faut comprendre qu'il y a ils ont perdu, je pense, 16 000 personnes. Ça fait beaucoup. Ils ont perdu 16 000 personnes et les gens, 60 000 personnes, pardon. Et les gens qui sont là maintenant sont très jeunes. Et nous allons devoir faire attention à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de crimes et de gros problèmes dans des régions qui littéralement ont été démolies. Nous avons 2 millions de personnes, probablement moins, mais on a près de 2 millions de personnes qui vont revenir vers leurs habitations qui ont été démolies. Et il peut se produire beaucoup de choses pas très jolies. Donc nous voulons être là et je pense que ça va bien se passer. Qui sait, qui peut dire pour sûr que s'il en sera ainsi, mais je pense que tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez entendu concernant les otages, les dernières nouvelles? Mais c'est un petit peu tôt, je ne veux pas en parler trop tôt. Je pense qu'il y a une vingtaine d'otages. Il y en a que l'on pourrait donc retrouver un peu plus tôt. Retrouver les otages était quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons participé. Ils se trouvaient dans des endroits où vous ne voulez même pas savoir ce qu'il en était de ces lieux. Il y a des gens de l'administration Trump qui étaient là, comme Anthony Blinken. Blinken a dit que c'est une bonne chose que le président Trump ait adopté et permis à une administration de se mettre en place. Je pense que tout le monde est au courant de cela. Ils ont fait un si mauvais travail que ça n'aurait jamais dû se produire. Le leadership n'était pas bon avant. Idem pour la Russie et l'Ukraine. Un président décent, mais pas un grand président comme moi.
Voilà, c'était Donald Trump il y a quelques heures dans son avion Air Force One. Guillaume, il est arrivé en Israël, il est en route pour aller rencontrer les familles des otages. Oui, et on a tous en tête en réalité au moment où l'accord a été scellé entre le Hamas et Israël, souvenez-vous, donc au terme de négociations très âpres, cette séquence où on lui passe les familles des otages au téléphone, il s'en saisit et toutes les familles d'otages sont réunies autour de ce téléphone avec la voix de Donald Trump qui sort de ce téléphone. Donc ça a été une séquence évidemment sur laquelle il va capitaliser. Il a fait vœu de pouvoir rencontrer éventuellement les otages en personne si cela devait être possible. Bon, c'est quand même une opération extrêmement complexe que de sortir ces otages de la bande de Gaza, de les transférer dans un état de santé plutôt convenable vers les 3 hôpitaux qui devraient les accueillir. Aura-t-il le président Trump l'occasion de les rencontrer en personne? Ça, je ne le sais pas, mais il cherche de toute façon à capitaliser. Il le dira, quoi qu'il en soit, et à nouveau à la Knesset devant les 120 députés israéliens. Ce qu'on a entendu, c'est quand même très intéressant, et il l'a dit dans son style inimitable dans l'avion à l'intérieur du Air Force One, Trump. The war is over. Vous avez compris ou quoi? La guerre est terminée. La guerre est terminée. Donc, une façon de capitaliser. Et il a parlé de cette force de stabilisation qui devrait permettre d'implémenter ce cessez-le-feu. Je rappelle juste un point, 200 militaires américains sont dépêchés pour cette opération-là. C'est une première. Alors ils n'auront pas le pied en Israël pour ces opérations-là en particulier, mais ils sont dépêchés dans la région, ce qui montre quand même qu'en réalité, sur le plan opérationnel, les Américains, au-delà de la diplomatie et de la politique, ont l'intention de s'impliquer et d'apporter tout ce qu'ils savent faire en termes de coordination pour permettre en effet que soit démantelé l'arsenal du Hamas, que le Hamas soit démilitarisé et qu'il soit politiquement liquidé. Mais tout ça prendra beaucoup de temps. Pour le moment, sont les familles des otages. Oui, c'est ça, on voit la joie sur la c'est magnifique, place faut le dire. Des otages, la joie et l'émotion. Thomas Misraki, dans ce petit point presse là, improvisé par le président Trump dans son avion, il dit « les gens doivent se comporter comme il faut ». Il s'adresse à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens. Oui, il s'adresse à tous ceux qui sont partie prenante de ce début de résolution de conflit. Il va un peu vite en besogne quand il dit que la guerre est terminée, ce que l'on peut dire ce matin évidemment avec la libération de ces 7 premiers otages et d'autres otages qui sont en train d'être acheminés, de ce que l'on comprend, vers la Croix-Rouge. Eh bien, c'est que la première partie de son plan de paix est en train d'être implémentée, si l'on peut dire ça, pardon pour l'anglicisme, mais voilà, mise en place. Maintenant, il y a encore évidemment beaucoup d'interrogations sur ce qui va se passer dans les heures et dans les semaines qui viennent, Hélène. Et Hélène ? Oui, sur le comportement, justement, on sait qu'a priori, dans l'accord qui a été passé, Israël avait demandé à ce que le Hamas ne se livre pas à des mises en scène. Ouais. On avait pu voir les fois précédentes. C'était des images vraiment insoutenables. Extrêmement insoutenables, et même les nerfs aussi des otages qui voyaient certains d'entre eux être libérés et qui étaient gardés. Emmanuel Macron, Hélène, qui arrive en Égypte, à Sharm el-Sheikh, pour la réunion qui a lieu tout à l'heure. Oui, qui aura lieu cet après-midi à partir de 13h30 heure française à Sharm el-Sheikh, avec 17 dirigeants autour de Donald Trump et du président égyptien. Une sorte de cérémonie où il va y avoir la signature d'un accord, de ce que l'on comprend entre les garants de cet accord de paix, les États-Unis, le Qatar, l'Égypte et la Turquie, en présence d'autres dirigeants, notamment Emmanuel Macron, d'autres dirigeants européens. Ils sont nombreux à faire le déplacement. Et oui, effectivement, il va être question lors de ce sommet, aussi de la suite. Comment donner une gouvernance à Gaza, comment garantir la démilitarisation du Hamas. Et on sent que c'est des discussions qui vont être extrêmement complexes. Et c'est intéressant de noter qu'à Sharm el-Sheikh, sauf erreur de ma part, il y aura les représentants de l'autorité palestinienne, l'actuelle, pas le Hamas, il n'y aura pas l'Iran non plus. Il n'y a pas Israël. Non plus. Et elles sont intéressantes en sous-texte dans ces images. C'est comment un président de la République, dans le contexte qu'on connaît en France, essaye de se trouver un peu d'oxygène à Sharm el-Sheikh, qui est une station balnéaire où effectivement il aura l'occasion de travailler sur cette force d'interposition. La réalité, c'est qu'il est persona non grata en Israël. Il n'a pas le droit d'y mettre les pieds. Enfin, il n'a pas le droit. Il n'a pas été. On écoute le président Macron. Pour cette journée qui est une journée importante. Et je veux d'abord ici avoir un mot pour partager la joie et l'émotion de tant de familles qui vont retrouver
leurs enfants. Et ce jour est avant tout celui de la libération des otages. On a déjà 7 otages qui sont revenus, qui ont été récupérés par les humanitaires, mais on aura donc la libération des 20 otages vivants. J'espère la restitution des 28 corps d'otages décédés qui sont tant attendus. C'est aussi la consécration du cessez-le-feu qui permet en effet le retour de la paix, l'arrêt des combats dans Gaza et qui va permettre le retour des opérations humanitaires. Et je veux partager cette joie, cette émotion aujourd'hui avec à la fois le peuple israélien et le peuple palestinien et remercier les négociateurs qui ont permis cela, l'Égypte qui nous accueille aujourd'hui pour ce sommet, les États-Unis d'Amérique, le Qatar et la Turquie, et qui ont permis de finaliser ces échanges entre le gouvernement israélien et le Hamas. Aujourd'hui, nous allons également nous réunir en tant que communauté internationale, en tout cas plusieurs représentants de cette communauté internationale, pour préparer les prochaines étapes. La priorité, c'est évidemment la reprise des opérations humanitaires à Gaza dès les prochaines heures. Nous étions il y a quelques mois ici même avec le président Sisi, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Certains d'entre vous étaient à nos côtés à Al-Arish. Et donc évidemment, nous allons nous veiller à ce que les opérations humanitaires puissent reprendre dans les meilleurs délais pour venir en soutien des populations. La France va, comme elle le fait depuis le début, être un des acteurs avec nos ONG, avec le centre de crise du Quai d'Orsay, être aux côtés des populations civiles. Et dans les prochaines semaines, nous co-organiserons avec l'Égypte une conférence humanitaire pour Gaza pour permettre justement la reprise durable de ces opérations humanitaires et la reconstruction. Ensuite, la deuxième chose, c'est la sécurité dans la durée. Et vous savez que c'était un des points clés là aussi du plan de paix franco-saoudien que nous avons endossé il y a quelques semaines, qui a fait l'objet de la déclaration de New York, puis de la conférence que nous avons organisée avec l'Arabie Saoudite, qui a été soutenue par 142 États de la communauté internationale. C'est de nous assurer qu'il y a un cadre qui permet la restauration de la sécurité. Et donc on va œuvrer avec les États-Unis d'Amérique, avec les pays de la région, pays européens donc et arabes, à ce qu'il y ait ce cadre qui permet une force internationale de stabilisation et qui permet de donner un cadre en soutien donc justement du cadre administratif qui sera donné pour Gaza. D'abord d'accélérer les opérations de formation des forces de sécurité, mais de déployer aussi des forces internationales et de donner un cadre à la démobilisation et démilitarisation du Hamas. Et enfin, c'est évidemment tous les travaux sur la gouvernance qui vont être travaillés. On l'a fait il y a quelques jours au Quai d'Orsay en réunissant les ministres de ce qu'on appelle le quintet arabe et les principaux ministres européens et alliés. C'est de nous assurer qu'on a un cadre de gouvernance qui permet aux Palestiniens d'avoir leur part dans la gouvernance de Gaza, mais qui aussi assure la perspective politique pour le jour d'après, qui est un point clé, qui était au cœur de l'initiative et du plan de paix franco-saoudien. C'est de faire le lien entre Gaza et la Cisjordanie, qu'il ne faut pas oublier en cette journée, et de nous assurer qu'il y a un chemin pour permettre justement les deux États, qui est la seule perspective politique qui permet véritablement une paix durable. Donc voilà ce que nous allons travailler. J'aurai en particulier l'occasion d'échanger avec bilatéral le président Sisi, l'émir du Qatar, mais également avec le président Abbas, qui est là aujourd'hui invité et que je retrouverai dans quelques instants après vous avoir vu. Dans l'invitation faite un peu de dernière minute à Mahmoud Abbas de venir par Donald Trump. Et deuxièmement, est-ce que dans le cadre de cette force internationale de stabilisation, la France serait prête à envoyer des troupes ? D'abord, je pense que c'est un très bon signal qui est envoyé en invitant le président Abbas. C'est la reconnaissance du rôle de l'autorité palestinienne comme instance légitime. C'est pour moi le signe clair d'abord d'une volonté d'impliquer l'autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza le jour d'après. Et c'est la reconnaissance du fait que la paix durable n'est possible que si on donne aux Palestiniennes, aux Palestiniens leur place. Ensuite, nous savons tous que cela suppose une réforme en profondeur de l'autorité palestinienne. Ça fait partie d'ailleurs des exigences du plan franco-saoudien, mais aussi des engagements pris par le président Abbas dès le mois de juin dernier et qui ont commencé avec un vice-président, la réforme des programmes scolaires,
et toutes les réformes qui ont déjà été engagées. Je le vois comme un signe très positif, mais maintenant ça va être notre constance dans la durée, notre exigence, mais notre capacité à engager toutes les parties prenantes. Donc voilà, si je puis dire, cette phase du travail commence et elle est très importante. Ensuite, nous allons œuvrer diplomatiquement à New York pour bâtir le cadre international de cette force. La France est prête et a commencé les travaux de planification et nous sommes prêts à le faire. Et je pense que notre rôle est beaucoup plus légitime dans la planification, la consolidation diplomatique, la formation. Sur le déploiement des forces, je crois que le consensus se joue pour qu'il y ait surtout des forces régionales et peut-être des contributions de certains pays comme l'Indonésie ou d'autres qui ont rappelé leur volonté d'abord d'avoir un cadre international. De l'ONU sur la force internationale ou s'y oppose d'après vous? Est-ce que les États-Unis sont prêts à une résolution de l'ONU sur cette force internationale? En tout cas, nos équipes à New York travaillent ensemble, nos ministres ont échangé et nos équipes de représentants permanents échangent à New York sur ce sujet. Donc nous travaillons sur ce sujet en lien avec les États-Unis d'Amérique. C'est les Palestiniens qui doivent désarmer le Hamas ou la force internationale? Il y a aujourd'hui une gouvernance ad hoc qui est en train d'être construite à Gaza. C'est d'ailleurs le cœur d'un travail qui a été mené par beaucoup de pays de la région auxquels nous avons été associés depuis 2 ans. L'autorité palestinienne doit y avoir une place importante. Un processus d'ailleurs d'autorisation, de transparence avec Israël a été assuré et le Hamas ne peut y avoir aucune place. C'est aux côtés de cette autorité ad hoc dans lequel, encore une fois, il y a l'autorité palestinienne assurant la perspective des 2 États. C'est aux côtés de celle-ci qu'il y a les forces de police et les forces de sécurité intérieure que d'ores et déjà nous formons, qui sont l'autorité légitime. Et en soutien, une force internationale qui doit être déployée. Ce sont ces forces de sécurité qui sont le cadre sécuritaire au sein duquel sera organisée la démobilisation et la démilitarisation du Hamas, avec la surveillance étroite de tous les pays de la région et de la communauté internationale. Monsieur le Président, vous parlez de stabilité dans la région, c'est le cas aussi, c'est l'enjeu aussi en France. Vous avez nommé un gouvernement hier soir. Je viendrai aux questions nationales. Je vais peut-être finir d'abord avec les questions internationales et je répondrai à une ou deux questions. Vous avez la part de la France dans ce plan de paix américain, égyptien et turc. Pensez-vous avoir influencé le président Trump? Écoutez, je pense que ce que l'Arabie Saoudite et la France ont bâti depuis plusieurs mois dans le cadre du mandat qui nous a été donné par l'Assemblée générale des Nations unies et qui a abouti au mois de juillet à la déclaration de New York, puis à la conférence sur les 2 États que nous avons tenue en septembre, a créé une mobilisation internationale. Et le plan franco-saoudien est un plan qui a été endossé par 142 États une fois encore. Il a donc créé une dynamique qui a permis de voir qu'il y avait un soutien international fort et qui a remis la question humanitaire, sécuritaire, mais aussi politique au cœur de ce sujet. Et qui, je pense, a permis de voir qu'il y avait une majorité des États du monde qui considéraient que la sécurité et la stabilité de tous dans la région n'étaient pas possibles sans perspective politique. Ça a été la contribution que nous avons apportée dans le rôle qui est le nôtre, en lien avec les États de la région. Et moi, ce qui m'importe, c'est surtout que nous n'ayons jamais perdu le fil avec tous les États de la région et qu'il y ait, avec tous les États arabes et les États européens, cette capacité à avancer ensemble. Je crois qu'elle a été considérée, vue et qu'elle a nourri le plan américain et c'est une très bonne chose. Voilà. Et donc ça s'est fait je l'espère, en influence mutuelle. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Le résultat d'aujourd'hui est bon. Le résultat d'aujourd'hui est très important et il est émouvant pour nous tous. Le cessez-le-feu et la libération des otages. Mais il faut avoir l'humilité de voir que tous ensemble, on a encore beaucoup de chemin et on va s'y atteler. Monsieur le Président, parmi les inquiétudes des Israéliens, celle de voir des combattants du Hamas infiltrer les forces qui seront mobilisées et qui seront formées côté palestinien. Quelle garantie pouvez-vous leur donner aujourd'hui? Écoutez, ces inquiétudes sont toujours très légitimes après ce qu'a vécu Israël le 7 octobre 2023. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a un travail très étroit qui est fait avec Israël, à la fois sur les sujets de gouvernance, mais aussi sur les forces. Aujourd'hui, je rappelle qu'il y a d'ores et déjà des formations qui sont faites, des forces de sécurité, qu'à chaque fois elles sont faites en transparence avec une association des forces israéliennes, que ce soit d'ailleurs en Cisjordanie comme à Gaza. Et donc c'est ce processus qui va continuer pour donner la pleine visibilité aux Israéliens sur leur sécurité et éviter de tels mécanismes.
Et ça, c'est aujourd'hui ce qui est fait par tous les formateurs, dans les plans qui existent déjà et que nous allons monter en puissance. Et c'est ce que les Américains, les Européens, mais aussi tous les pays de la région apportent comme garantie. Et donc c'est ce travail étroit que nous allons poursuivre. Est-ce que la France a joué un rôle, aura un siège dans la négociation de la phase 2 ? Est-ce que vous avez prévu, est-ce que ce sera possible d'aller en Israël maintenant que cette étape est passée ? D'abord, il est prévu que la France ait en effet un rôle dans cette phase, que nous soyons associés à cette gouvernance. Ce qui nous importe surtout, comme je l'ai dit, c'est pour la gouvernance de Gaza que les Palestiniens soient associés. Nous aurons un regard sur les sujets que j'évoquais, à la fois l'humanitaire, à travers la conférence que nous allons tenir avec l'Égypte, et évidemment l'implication qui est la nôtre, comme depuis le premier jour. Et je veux remercier ici l'ensemble de nos équipes du Quai d'Orsay, le soutien militaire depuis le premier jour avec le déploiement des bateaux et des équipes médicales, mais aussi toutes nos ONG. Et la société civile a un rôle très important. Elle est ici représentée, elle continuera de l'avoir. Et donc on sera évidemment impliqué sur toutes les questions humanitaires, la reconstruction de nos hôpitaux, l'accompagnement, et peut-être tout particulièrement la question des enfants. On a beaucoup d'enfants blessés, orphelins, très malades, sur lesquels on va particulièrement veiller. La deuxième chose, c'est que nous allons évidemment prendre notre rôle dans les questions sécuritaires. Nous sommes déjà des acteurs avec tous les Européens dans le cadre de la formation. On va monter en charge sur ce volet-là. Et nous avons déjà des équipes déployées de planification aux côtés des Américains. Et on va monter en charge sur ce volet. Et puis sur les questions de gouvernance, nous allons avoir un rôle tout particulier pour être aux côtés de l'autorité palestinienne et veiller à ce qu'elle ait sa part, mais aussi qu'elle fasse ses réformes pour le jour d'après. Et à cet égard, le plan de paix que nous avons mis en place, les échanges qu'on a eus avec le président Abbas, à la fois le prince héritier, Premier ministre Ben Salman et moi-même, sont des éléments importants que nous allons suivre. Oui, bien sûr. De toute façon, ça a toujours été quelque chose de possible et les échanges ont été constants et donc on verra ça pour les semaines et les mois qui viennent. Juste avant d'aborder la fin, est-ce que vous partagez les doutes exprimés ce matin par Donald Trump à l'égard de Tony Blair sur le plan de reconstruction, etc. Écoutez, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait aujourd'hui, dans la phase qui s'ouvre, que ce soit des solutions qui mettent les Palestiniens au cœur de la gouvernance de Gaza. Je pense qu'il faut un appui de la communauté internationale, arabe et européenne, avec le soutien américain, mais que le cœur était que les acteurs palestiniens jouent leur rôle. Et c'est comme ça que les choses pourront avancer. Voilà. Et donc je pense qu'on doit tous être en soutien, on doit tous accompagner, que s'il y a des idées qui sont apportées par les uns les autres, elles sont positives, mais qu'elles ne peuvent pas être en substitution. Monsieur le Président, quel message souhaitez-vous adresser aux Français ? Alors par correction, vous avez votre collègue qui avait commencé comme je l'ai. Non mais peu importe. Je veux être correct. Bon, sur la situation nationale, merci. Beaucoup parient déjà que le gouvernement que vous avez nommé hier soir ne tiendra pas plus que quelques jours. Plusieurs motions de censure ont déjà été déposées ce matin. Pour être très concret, est-ce que, contrairement à ce qu'affirme le premier secrétaire du Parti socialiste, vous avez un deal avec le PS pour faire tenir ce gouvernement jusqu'au budget ? Non, c'est pas mon rôle de faire cela et je vais vous dire. On est ici aujourd'hui en Égypte dans un moment tragique et très important où la France a joué son rôle, où elle continue de le jouer, où je la représente. C'est le mandat que les Françaises et les Français m'ont confié à 2 reprises et qui est mon honneur et mon devoir. Dans ce moment-là, la France est regardée. Et le message qu'elle doit apporter, c'est un message de stabilité et de force. Et dans le même temps, on a tous nos compatriotes qui pensent à leur quotidien, à l'éducation de leurs enfants, à leur santé, à la sécurité, à leur pouvoir d'achat, le fait que leur travail paye. Et c'est ça le devoir du gouvernement et le devoir de l'Assemblée qui a été élue il y a à peine plus d'1 an, largement par toutes les Françaises et les Français. Et donc le devoir de tous, c'est d'œuvrer à la stabilité. C'est pas de faire des paris sur l'instabilité. Donc moi je suis là dans mon rôle de garant de nos institutions, celui que j'ai exercé la semaine dernière. Comme toutes les Françaises et tous les Français, j'ai vu beaucoup de propos qui n'ont pas été à la hauteur des événements. Et je demande à tout le monde de se ressaisir, de travailler avec exigence, respect, et en n'oubliant jamais qu'on soit au gouvernement ou qu'on soit au Parlement, que le mandat qui est donné par les Français pour les uns, ou le mandat qui est donné par le président au nom des Français pour les autres, avec la confiance qui doit être obtenue auprès de la Chambre, que ce mandat, c'est de servir et de servir. Et d'apporter des réponses aux questions des Français, du quotidien,
et de tous œuvrer pour l'indépendance de la France. C'est la seule chose qui vaille. Le reste, c'est l'affaire du gouvernement que j'ai nommé hier sur proposition du Premier ministre Sébastien Lecornu. Ils sont à la tâche aujourd'hui. Je présiderai demain matin un Conseil des ministres et je souhaite que le pays puisse avancer dans l'apaisement, la stabilité, l'exigence et le service des Français, avec beaucoup de respect entre les forces politiques. À votre dernière carte avant la dissolution. Je ne fais encore une fois aucun pari et je trouve que beaucoup de tous ceux qui ont nourri la division, les spéculations n'ont pas été au niveau du moment que vit la France et de ce qu'attendent les Français. Les Français, ils veulent du calme, ils veulent de la dignité et ils veulent qu'on travaille à leur service. C'est la seule chose qu'ils attendent. Merci beaucoup. Je crois que là, aujourd'hui, les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Moi, j'assure la continuité, la stabilité, je continuerai de le faire. Voilà. Est-ce que ça s'adresse à ceux qui étaient hier vos anciens soutiens, voire vos anciens premiers ministres ? Voilà, c'était le président Macron au moment de sa descente d'avion. Il vient d'arriver en Égypte pour le sommet de Sharm el-Sheikh qui aura lieu, vous le disiez Hélène, à 13h30 heure française. C'est-à-dire qu'il s'agit de rentrer dans le dur du plan Trump, alors que Trump, Thomas, avait critiqué l'initiative franco-saoudienne de reconnaissance de l'État de Palestine. Emmanuel Macron y est pourtant. Donald Trump, Benjamin Netanyahou, évidemment, ce sont eux qui ont présenté leur accord de paix à Washington, celui dont on voit la première phase se dérouler sous nos yeux en direct ce matin, avec, vous le voyez sur la droite de votre écran, la place des otages. Ces 7 premiers otages qui ont été libérés ce matin en direct sur LCI et qui sont désormais en Israël. Et selon la presse israélienne et selon la presse qatari, eh bien, une deuxième vague d'otages, si j'ose dire, est en train d'être libérée. 13 personnes qui devraient être remises à la Croix-Rouge dans les minutes qui viennent. Donc les choses continuent d'avancer. Cette première phase continue de se dérouler, mais vous l'avez noté, c'est important, c'est la phase du plan Trump-Netanyahou. Ce dont parle le président de la République, lui, c'est le plan qu'il a co-conçu avec l'Arabie Saoudite, un plan de reconnaissance de l'État de la Palestine. Et ce qu'il dit, c'est que ça a créé un mouvement qui a probablement aidé à ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Alors, dans quelle mesure, c'est difficile à dire évidemment. Ce qui est sûr, c'est que après l'annonce par la France de la reconnaissance d'un État de Palestine, plusieurs pays ont suivi, qu'il y a plus de 140 ou 150 pays aujourd'hui qui reconnaissent cet État-là. Dans quelle mesure est-ce que l'initiative franco-saoudienne a participé à ce qu'on est en train de vivre en direct ce matin, cette page de l'histoire qui est en train de se tourner? Ça, évidemment, c'est très difficile à dire. Ça a sans doute créé une dynamique, ça c'est clair et net. Ça a peut-être, on en parlait avec Christophe Barbier au moment où le président s'exprimait, créé une dynamique, forcer la main peut-être de Trump qui s'est dit il y a peut-être quelque chose à jouer, mais quand même faisons les sous-titres un petit peu de cette séquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France a créé une dynamique, elle a protégé une solution diplomatique, ça c'est très très important, mais elle a été extrêmement mal vécue en Israël. Extrêmement mal vécue en Israël, et notamment par tous ces gens-là qu'on voit aussi sur la place des otages, qui n'ont pas compris en fait ce geste de la France sans préconditionnalité, un peu précipité de leur point de vue. Ça a été extrêmement mal vécu par Netanyahou. Et les sous-titres de cette séquence, parce que la question lui a été posée, vous allez aller en Israël? Oui, les semaines, les mois qui viennent, etc. Du point de vue de Netanyahou, la France est hors jeu sur la construction diplomatique de ce qui se passera autour d'un règlement de paix. La France sera là aux côtés des États arabes, la France est à Sharm el-Sheikh, aux côtés de l'Égypte, du Qatar, de la Turquie, de la Ligue arabe. Elle est là diplomatiquement pour assurer un mandat aux Nations Unies, mais du côté d'Israël, tant que Netanyahou sera aux affaires, elle sera de toute façon mise hors jeu. C'est le prix à payer de cette reconnaissance de l'État palestinien du point de vue israélien. Hélène Bonnet. Et d'ailleurs, on le voit parce que quand le président de la République annonce des entretiens bilatéraux en marge de ce sommet, il parle de l'émir du Qatar, il parle de Mahmoud Abbas qu'il pourrait rencontrer, et puis du président égyptien. Donc il n'est pas du tout question de mener des contacts. Alors bon, pour le coup, Israël n'est pas représenté lors de ce sommet, mais il ne donne pas de piste. Est-ce que vous allez mettre le pied en Israël? Voilà. Les mois, les semaines, on verra, on ne sait pas trop quand. On ne sait pas trop quand, ça veut dire qu'on est hors jeu. Donc les interlocuteurs, ce sont les pays arabes, et effectivement, la France a donné une dynamique, peut-être
peut-être aussi dans cette idée qu'il faut une solution à 2 États, toujours rappeler cette idée que les Palestiniens ne doivent pas être une partie lésée dans cette histoire, et puis donner aussi des perspectives par rapport à l'autorité palestinienne, au rôle qu'elle pourrait jouer dans la gouvernance, avec cette idée que la France aide l'autorité palestinienne à se réformer pour qu'elle soit en mesure de jouer un rôle. Voilà. Là, on voit la joie, l'émotion, place des otages à Tel Aviv. Mais Christophe, le plan Trump, est-ce qu'il ne pêche pas dans sa deuxième phase, c'est-à-dire qui dirigera la Palestine, qui désarmera le Hamas, et quid de la Cisjordanie? Quand même, il y a des gros points d'inquiétude, d'incertitude dans cette phase 2 du plan Trump. Oui, tout à fait. Trump est très allant sur la phase 1, c'est-à-dire ce bras de fer qui mène à la libération des otages, et sur la phase 3, il n'a pas tardé à parler de la reconstruction, de comment on pourrait, dans une gigantesque opération de promotion immobilière, remettre Gaza debout. Mais la phase 2, c'est-à-dire régler la phase politique actuelle en débarrassant les Palestiniens du Hamas, parce qu'il faut libérer les Palestiniens du Hamas, et ensuite construire des institutions, construire une classe politique, construire un dirigeant qui n'existe pas aujourd'hui pour qu'il puisse incarner cette Palestine nouvelle, ça, il est très peu disert dessus. C'est là d'ailleurs où l'initiative franco-arabe sur la reconnaissance de la Palestine, avec un calendrier contestable, trop précoce, avec des conditionnalités insuffisantes, a quand même eu une vertu. Ça a ressuscité la solution à 2 États. Plus personne n'y croyait. C'est redevenu une carte dans ce jeu diplomatique. Encore faut-il que pour cet État palestinien, il y ait un territoire, il y ait une unité institutionnelle et il y ait surtout une classe dirigeante potentielle. Et ça, on l'a pas pour l'instant. Et Trump n'a pas l'air de se soucier de faire émerger un leader palestinien qui pourrait demain négocier avec le prochain Premier ministre israélien. Quant à la France, en effet, elle est hors jeu. On est revenu à des relations extrêmement désagréables. On n'avait pas connu ça depuis 1967 et la rupture du général de Gaulle avec Israël. Il faudra attendre la fin du mandat de Macron et le successeur de Netanyahou pour que quelque chose éventuellement puisse se construire de constructif. Oui, ça va vite. C'est 18 mois pour Macron et c'est peut-être dans quelques mois pour Netanyahou. Parce que la phase électorale en Israël, elle va s'ouvrir. Rien ne dit qu'il en sortira vainqueur. Petite information que nous envoie Bethsabé Salem, qui est notre correspondante en Israël. Elle nous dit que les 13 otages vivants de la deuxième vague sont désormais entre les mains de la Croix-Rouge. Et autre information extrêmement importante, eh bien, ils se tiennent tous debout, ce qui laisse penser à un état de santé correct, comme c'est le cas pour les 7 premiers otages qui ont été libérés ce matin et qui sont dans un état de santé correct et qui sont eux déjà arrivés en Israël. Donc, a priori, à 9h47 heure de Paris, eh bien, les 20 otages vivants sont soit en Israël, soit encore en territoire palestinien, mais dans les mains de la Croix-Rouge, c'est capital. Les visages, Thomas, de ces otages qui ont été libérés, des 7 premiers otages. On va les voir tout de suite sur LCI en direct. Regardez ces visages, ces hommes, puisque en fait les premiers otages libérés dans les premières phases de libération d'otages, c'était les femmes et les enfants, pour ceux qui ont pu être libérés. Ces hommes-là, et parmi ces hommes, l'un d'entre eux a une histoire, Thomas. C'est celui qu'on a vu creuser sa propre tombe dans les tunnels du Hamas. Il apparaît pas là sur ce voie. Il apparaît pas là. Il est frappé de la deuxième vague. Mais effectivement, vous avez raison. On est en train de suivre avec Hélène toutes les boucles israéliennes de presse, les boucles d'otages aussi. Et on a vu sa photo ce matin. Donc il est encore vivant. Évidemment, on se souvient de cette image terrible de cet homme dans ce tunnel, une pelle à la main en train de creuser sa propre tombe. C'était au moment où Israël était accusé d'affamer la bande de Gaza, et ça avait été la riposte du Hamas, cette image. Absolument. Et peut-être un mot sur les visages qu'on vient de voir. Il y a parmi ces otages des jumeaux, les frères Berman, qui ont été enlevés ensemble, mais qui ont été détenus séparément. Et à l'instant, on voyait passer sur les réseaux avec Thomas une photo de ces 2 frères réunis sur la base de Rim. On imagine toute l'émotion qu'il y a derrière. Chacun de ces visages, il y a une histoire assez tragique qui se joue. Et il y a aussi énormément là, de vidéos qui sortent des premiers contacts avec les familles, souvent par visioconférence, et une émotion extrêmement forte. Guillaume. La plupart des visages que l'on voit là, et la plupart des 20 otages qui sont libérés vivants, sont de jeunes femmes et de jeunes hommes qui étaient à la rave party, qui ont été enlevés, qui figurent parmi les 251 otages qui avaient été enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas. Il y a un homme qui est un peu plus âgé, qui a une quarantaine d'années, mais la plupart sont des jeunes. Et il faut imaginer, encore une fois, là il y a des images de joie, elles sont extrêmes parce que c'est tout un pays avec ces otages qui rentrent en Israël, qui est en train peut-être de commencer à penser ses plaies à
tourner la page, mais pour les otages en tant que tels, il y a un triple traumatisme qu'il va falloir maintenant assumer. Il y a eu le traumatisme du kidnapping atroce le 7 octobre 2023, le traumatisme de 736 jours de détention et le traumatisme également de ressortir vivant. Beaucoup des otages... Si c'est un homme de Primo Levi, c'est-à-dire exactement, pourquoi j'en ressors vivant. Exactement, Primo Levi, si c'est un homme, la culpabilité d'être vivant quand vous êtes libérés et que vos camarades, vos amis, vos frères, vos sœurs sont restés croupir dans les tunnels du Hamas. C'est quelque chose d'extrêmement puissant qui se joue sur ces quelques mots. Si c'est un homme, quelle belle référence, mais c'est exactement ce qui va être raconté et le chemin pénible aussi, il faut le dire, que ces otages, désormais ex-otages, auront à parcourir. On retrouve David Benaïm, place des otages à Tel Aviv. David, je suppose que c'est la joie qui éclate alors qu'un deuxième groupe d'otages a été remis, selon les informations de Thomas Misraki, aux autorités israéliennes. Absolument, et ça a été annoncé ici que les 13 otages ont été remis à la Croix-Rouge et des applaudissements immenses tout autour de moi. On parlait des otages qui avaient déjà été libérés et qui sont arrivés en Israël. Parmi l'un d'entre eux, il y a Alon Oel qui a perdu un œil, qui est un pianiste talentueux, et je suis devant son piano, et son piano est en train d'être joué. Des tonnes de chansons de la culture juive et de la culture israélienne, et les gens qui chantent derrière, et également Léonard Cohen, Alléluia. C'est impressionnant de voir à quel point ici tout le monde est en unité, en cohésion. J'entendais également au micro quelqu'un dire tout à l'heure: on n'est pas de gauche ici, on n'est pas de droite aujourd'hui, on va tout droit, et c'est vraiment le sentiment d'unité qu'on peut ressentir ici. C'est aussi impressionnant de voir que on a reçu des signes de vie de ces 13 otages qui ont été remis à la Croix-Rouge. Ces signes de vie, c'est des photos et des vidéos qui ont été transmises par les gens du Hamas avec leur famille, et parmi eux, il y a Eviatar David, cette personne qu'on avait vue, cet otage en train de creuser sa propre tombe. C'était extrêmement émouvant de voir sa photo ici. Beaucoup de gens ont commencé à pleurer parce que, en effet, son visage est très dur à regarder. Également le visage de Rom Braslavski qui est émacié, donc ça va être aussi des moments douloureux, mais je peux vous dire que de savoir qu'ils sont les 13 sur les 20 déjà remis à la Croix-Rouge et qui vont bientôt arriver en Israël, les gens applaudissent ici à chaque fois qu'ils voient des photos des otages s'afficher sur les écrans. C'est une immense joie et une immense communion ici en Israël, place des otages, où on peut peut-être enfin passer au 8 octobre. Merci beaucoup David Benaïm, en direct de la place des otages à Tel Aviv. Hélène Bonnet, vous disiez... ça va pas être simple, toute cette affaire, cette libération. Est-ce qu'il va suivre ? Là, évidemment, il y a une explosion de joie pour tous ceux qui voient ces otages rentrer vivants. Mais il y a aussi les otages qui vont rentrer décédés, qui n'ont pas survécu. Alors, ces corps doivent être rendus et rapatriés. Il y a une procédure très, très précise. L'armée israélienne est censée les récupérer. Donc la Croix-Rouge les récupère, les transmet à l'armée israélienne, qui est censée vérifier qu'aucun des cercueils qui seront rendus n'est piégé. Ces cercueils vont être transmis, emmenés dans un institut médico-légal qui est prêt pour mener des analyses ADN. Ça va se passer. Oui, parce qu'on se souvient, pour la famille Bibas, il y avait eu un problème de... Le mauvais corps avait été rendu. C'est ça. Exactement. Et donc là, tout est prêt. C'est-à-dire que chaque personne qui est attendue a un dossier avec un comparatif ADN prêt, en quelque sorte, pour pouvoir s'assurer que les corps qui sont récupérés sont bien ceux des otages attendus. Donc tout ce processus, déjà, il va être très lourd, très difficile. Et puis surtout, tout le monde en convient, du Hamas en passant par les autorités israéliennes, tous les corps ne seront peut-être pas rendus, tout simplement parce que on connaît le niveau de destruction à Gaza. Certains corps sont sans doute introuvables, sous les décombres, et donc le Hamas a dit que ça serait compliqué de les rendre, et les autorités israéliennes aussi. Même Steve Witkoff, qui a pris la parole il y a 2 jours face aux familles, leur a dit attention, ça sera peut-être compliqué de récupérer tous ces corps tout de suite. Juste d'un mot, je trouve ça extrêmement important ce que nous a dit notre correspondant à Tel Aviv, au beau milieu des otages, David Benaïm. Il nous a dit on va peut-être enfin découvrir ce qu'est le 8 octobre en Israël. C'est vrai que c'est l'histoire d'un pays qui était resté figé le 7 octobre, et tous les jours étaient un 7 octobre, et toutes les familles d'otages qu'on a tous et toutes interviewées nous disaient nous, on est resté figé, pour le moment on est encore au 7 octobre tant que tous les otages ne sont pas rentrés. Donc c'est véritablement, sur le plan symbolique, une page qui est en train d'être tournée. C'est très très fort ce que vient de nous dire David. On va peut-être découvrir ce qu'est le 8 octobre en Israël. Ça veut dire passer à autre chose. Thomas, peut-être pour tous ceux qui ont attendu ces otages, c'est vrai, mais cette porte, elle va
rester fermée encore probablement de longues semaines, de longs mois, peut-être des années, pour tous ceux qui sont sortis vivants de cet enfer dans lequel ils ont été contraints depuis plus de 2 ans. On le sait parce que les Israéliens ont l'expérience de cela. On a aussi une expérience plus générale de cela quand on est otage dans les conditions dans lesquelles ces hommes et ces femmes ont été retenus dans ce territoire-là pendant cette guerre-là. Il va leur falloir beaucoup de force et beaucoup de temps pour redevenir humains. Et pendant ce temps-là, Hélène, ce plan de paix qui se met en place avec les obstacles qu'on connaît, ou en tout cas les incertitudes, comment on change les programmes scolaires, parce que on sait que dans le territoire de Gaza, ce sont dans les livres pour les enfants des appels au meurtre des Juifs. C'est un process qui est extrêmement long. Le changement des mentalités, il va prendre des décennies, je pense. Enfin, on parle d'éducation et effectivement, mais avant ça, il y a même d'autres problèmes très concrets. Comment vous mettez en œuvre le désarmement du Hamas qui a dit qu'il ne participerait pas à la gouvernance, mais pour l'instant refuse de lâcher les armes et a dit que les discussions seraient extrêmement compliquées. Israël, bien sûr, qui pour l'instant s'est retiré derrière une ligne temporaire en quelque sorte, mais qui n'a pas l'intention pour l'instant de quitter la bande de Gaza tant que justement le Hamas ne sera pas désarmé. Comment, qui pour gouverner Gaza en quelque sorte, quelle instance va s'assurer que tout cela tienne, que les choses soient bien gérées? Et puis dernier point, la reconstruction, et ça va prendre des années. La reconstruction, Christophe, vous regardiez Donald Trump, l'extrait qu'on a passé tout à l'heure où il parlait de ce plan de paix, le plan de paix que nous avons mis en place, il parlait de cette belle réalisation de la paix, mais il parlait aussi en promoteur, en parlant de la bande de Gaza et en disant tout est détruit. Il avait vraiment presque un vocabulaire technique. Vous savez, quand le président parle, le promoteur compte. Et tout de suite, ça surgit derrière lui. On se souvient tous de la vidéo qu'il avait relayée, une vidéo complètement fantasmagorique où Gaza était transformé en une sorte de Riviera idéale, à la fois pour la beauté de l'architecture, la proximité de la mer et la liberté des mœurs. On est loin quand même de ce qui se passe en ce moment avec le Hamas. Donc il y a évidemment ce fantasme chez Trump, qui est à la fois aussi une idée américaine de business, de reconstruction. Donc l'Amérique a fait le plan Marshall pour l'Europe après 1945. Pourquoi elle ne penserait pas une sorte de mainmise sur cette zone en aidant à la reconstruction? C'est une manière aussi d'entraîner les autres puissances de la région et de les obliger à ne plus faire l'impasse sur le problème palestinien. Parce que la tragédie des Palestiniens, c'est pas seulement le fait que l'existence d'Israël ait pu les priver de leurs terres. C'est pas seulement le fait d'avoir été le terrain de chasse des Iraniens à travers des mouvements comme le Hamas. C'est d'avoir été complètement abandonné par les puissances de la région. Personne ne voulait s'occuper des Palestiniens. Et ça avance très vite, puisque vous voyez le bandeau, les 13 derniers otages remis vivants à la Croix-Rouge, ils viennent d'être remis, c'est ce que nous dit David Benaïm, notre correspondant en Israël, remis à l'armée israélienne. Ils vont donc probablement entrer sur le territoire israélien dans les minutes qui viennent. Non, d'un mot très prosaïquement sur la reconstruction de la bande de Gaza. Effectivement, c'est le promoteur Donald Trump qui en parlait. 90% du bâti a été quasiment détruit ou inhabitable là-bas. Il faudra des milliards et des années pour reconstruire. Et avant de reconstruire, il faut imaginer qu'il faudra déminer. Il y a l'équivalent de dizaines de milliers de bombes, de tonnes de bombes israéliennes qui sont abattues sur la bande de Gaza. Et vous imaginez, par exemple, dans une ville de France, lorsqu'à la gare du Nord, par exemple, à Paris, on retrouve une bombe de la Seconde Guerre mondiale, on paralyse la circulation pendant toute la journée. Il faut imaginer le temps qu'il faudra pour déminer la bande de Gaza et la reconstruire après. Un petit mot de conclusion. Juste un tout petit mot. Au moment où on voit ces scènes de joie, Donald Trump est en train d'arriver à Jérusalem. Donald Trump à Jérusalem. Va rencontrer les familles d'abord, les familles d'otages, et ensuite prendre la parole devant la Knesset. Thomas ? La superficie de Gaza, je crois que c'est 365 km². C'est la même superficie que la ville de Valence dans la Drôme. Donc vous imaginez quand même tout le travail qu'il va y avoir à faire à partir d'aujourd'hui. Allez.